5 ans après notre mariage, mon mari est soudainement décédé d'une crise d'asthme, me laissant seule avec notre fils dans la détresse. Mes amis regrettaient que je sois devenue veuve si jeune, et mes parents me conseillaient de me remarier rapidement avec mon fils. Pourtant, je refusais catégoriquement, déterminée à rester pour observer le deuil de mon mari. Mais le jour du 3e anniversaire de sa mort, j'ai entendu par hasard mon beau-père interroger mon beau-frère avec colère. « C'est ton frère qui souffrait d'asthme. C'est ton frère qui est mort. Et pourtant tu as simulé ta propre mort pour prendre soin de ta belle-sœur, trompant ta femme et ton enfant. Ça en valait la peine. Pendant ces 3 années, Rose a porté ton deuil pour toi, élevant seul le. Tu as offert un foyer à ta nièce. Mais as-tu seulement pensé qu'à partir du jour où tu as simulé ta mort, le a aussi perdu son père? À cet instant, mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai enfin compris que celui qui était mort il y a 3 ans n'était pas mon mari Victor, mais son frère jumeau Simon. Et mes 3 années de deuil n'ont été qu'une vaste farce. Ce soir-là, j'ai composé le numéro de la maison. Papa, maman, j'accepte de me remarier. Après que mon mari soit décédé subitement d'une crise d'asthme, mes beaux-parents vivaient chaque jour rongés par la culpabilité, évitant mon regard. Ils me couvraient d'attention, craignant que je ne supporte pas le veuvage et que je ne me remarie en emmenant leur petit fil, mettant ainsi fin à la lignée de leur fils cadet. Mes parents n'ont cessé de me presser de me remarier, disant que je ne pouvais pas rester veuve toute ma vie, et voulaient me présenter des prétendants. Je me suis entêtée avec une obstination à déplacer 9 BUF, insistant pour observer le deuil de mon mari. Je me suis même tournée vers mes beaux-parents pour les rassurer. Leur petit-fils n'appellerait jamais un autre homme papa. Durant ces 3 années, malgré toutes les épreuves et les difficultés de vivre sans mon mari, j'ai serré les dents et tenu bon. C'est justement le jour du 3e anniversaire de la mort de mon mari que, sans le vouloir, j'ai entendu mon beau-père réprimander son frère aîné. Victor, c'est ton grand frère qui a souffert d'asthme depuis sa naissance, et c'est lui qui est parti. Pourquoi as-tu dû monter cette comédie de fausse mort pour prendre son identité? Victor, n'est-ce pas le nom de mon mari? Qu'entend-il par fausse mort? Je suis restée figée sur place, incapable de réagir, quand la voix d'un homme a retenti la seconde suivante. Père, à l'époque, ma belle-sœur était enceinte. Comment aurait-elle pu supporter un tel coup? Quant à Rose, je lui ai déjà donné un fils pour qu'elle ne soit pas seule dans ses vieux jours. C'est bien suffisant. Depuis ce jour, j'ai décidé de prendre la responsabilité de m'occuper de ma belle-sœur à la place de mon frère aîné. Quant à l'identité de Victor, qu'elle soit enterrée à jamais. Je n'ai plus eu le cœur d'écouter la suite de la conversation. Mes mains et mes pieds étaient glacés, et ma tête bourdonnait comme si elle avait été transpercée par des aiguilles d'acier. En réalité, ce n'était pas mon mari qui était mort, mais son frère jumeau, et celui qui aurait dû être mon plus proche compagnon avait préféré me abandonner, moi et notre fils, en simulant sa mort pour aller entretenir la femme d'un autre. Mes larmes ont enfin jailli, trahissant ma douleur. Victor m'avait sorti du bourbier, et même après mon enlèvement qui avait ruiné ma réputation, il ne m'avait pas rejeté. Au contraire, il s'était mis à genoux pour me demander en mariage, jurant de me chérir toute sa vie. Après notre mariage, il a été encore plus attentionné envers moi, ne me laissant jamais subir le moindre désagrément. Tout le monde disait que la famille où avait donné naissance à un grand romantique, et je suis devenue l'objet de l'envie et de la jalousie de toutes les femmes de la ville. C'est pourquoi, après sa mort, j'ai décidé de lui rendre hommage en observant le deuil, voire en restant veuve. Mais maintenant, en y repensant, je me sens ridiculement naïve. Victor avait toujours été en parfaite santé, ne souffrant même pas d'un simple rhume. Comment aurait-il pu mourir d'une crise d'asthme? En réalité, tout n'était qu'une mise en scène de sa part. Il a joué ce rôle pendant 3 ans, uniquement pour prendre soin de son amour de jeunesse. Et moi, et notre fils, qu'étions-nous à ses yeux? Je me suis efforcée de me couvrir la bouche pour étouffer mes sanglots, avant de m'enfuir en courant, le cœur en lambeaux. De retour à la maison, le bruit a réveillé notre fils qui s'est frotté les yeux. Encore ensommeillé, je regardais son petit visage, une copie conforme de Victor, et mon cœur se tordait de douleur. En tant que père, comment Victor pouvait-il supporter de le laisser, si jeune, porter le poids de l'absence d'un père? Voyant mon expression peinée que je ne parvenais pas à dissimuler, mon fils affichait un visage empreint de compassion. Maman, est-ce que papa fait encore semblant de ne pas te reconnaître? Mon cœur s'arrêta net, me rappelant soudain que depuis que Victor était réapparu sous l'identité de Simon, notre fils n'avait cessé de l'appeler papa, alors que je l'en empêchais systématiquement, lui expliquant que ce n'était pas son père, mais son oncle. Je croyais simplement que l'enfant, trop en manque de son père, confondait son oncle qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Jamais je n'aurais imaginé à quel point j'avais tort. En réalité,
Les yeux de l'enfant avaient toujours vu clair, il avait toujours reconnu son vrai père, sans comprendre pourquoi du jour au lendemain, ce dernier faisait mine de ne pas le connaître. Pas étonnant que Simon ait été si gentil avec moi et mon fils, lui rapportant toujours quelque chose quand il faisait des courses, s'inquiétant de son bien-être, lui offrant régulièrement de la viande et des légumes, et même lui donnant secrètement de l'argent. Pourtant, il devenait extrêmement sévère lorsque mon fils l'appelait papa, le reprenant immédiatement à chaque fois. Tout le monde disait qu'en tant qu'oncle, il allait au-delà de ce qu'on pouvait attendre, et que même un vrai père aurait rarement fait autant, avant de connaître la vérité. Moi aussi je lui étais profondément reconnaissante, gardant précieusement en mémoire ses marques de bonté, avec la ferme intention de le remercier un jour. Mais maintenant que je connais la vérité, tout cela est si ironique. Il était le vrai père de notre fils depuis le début. Alors n'était-il pas normal qu'il soit bon avec lui? Comment pouvait-il faire ces choses sans remords? Je ne pouvais dissimuler l'amertume qui montait en moi. Jamais je n'avais ressenti avec autant de clarté que le Victor que je connaissais était mort. C'est lui-même qui s'était enterré, et moi qui avais porté son deuil pendant 3 ans. Cette relation était enfin terminée. Après avoir calmé mes émotions, je regardais sérieusement mon fils et lui demandais s'il accepterait que je me remarie et lui trouve un nouveau père. Maman, je ne sais pas pourquoi papa n'a jamais voulu me reconnaître. Mais puisque tu ne le veux plus, moi non plus, où que tu ailles, le ira avec toi. Si papa ne te protège plus, c'est le qui te protégera. Sensible à ma douleur, le me serra brusquement dans ses bras, ses petites mains frappant doucement mon dos pour me réconforter. À cet instant, des larmes jaillirent de mes yeux, rouges d'émotion. Parfait. Je serre mon fils dans mes bras avant de composer le numéro de mes parents. La communication s'établit. Mais avant même que je puisse prononcer un mot, me parviennent comme d'habitude leurs conseils pleins de sollicitude. Rose, depuis le décès de Victor, Vincent est venu nous demander ta main plus de 10 fois. Vous vous connaissez depuis l'enfance. Vous savez tout l'un de l'autre. Et de plus il est maintenant chef de région. Pourquoi es-tu si têtu? Ma fille a refusé de te remarier. Je les interromps net. Papa, maman, j'ai réfléchi. J'accepte de me remarier. Un silence de 5 secondes à l'autre bout du fil. Puis une explosion de joie teintée d'incrédulité. C'est vrai, c'est merveilleux. Tant mieux si tu as changé Davis. Alors on va immédiatement prendre contact et organiser le mariage. Sois tranquille. Vincent nous l'a promis à maintes reprises. Après ton mariage, il traitera le comme son propre fils. Quant à toi, tu n'auras qu'à te laisser vivre, même au téléphone. Je pouvais sentir l'excitation de mes parents. Ces 3 dernières années, ils s'étaient beaucoup inquiétés pour moi. Mais à cause de Victor, je les avais toujours déçus. Mais maintenant, c'est fini. 3. Le lendemain, je descends avec mon fils pour le petit déjeuner. À table, Victor s'affaire à servir sa belle-sœur et sa nièce, leur apportant plats et verres d'eau avec une sollicitude qui, pour tout observateur, dessine le tableau parfait d'une famille de 3 personnes comblées de bonheur. Avant de connaître la vérité, j'avais maintes fois envié ma belle-sœur pour les attentions qu'elle recevait, imaginant que si Victor n'était pas mort, il m'aurait sans doute traité avec la même gentillesse. Aujourd'hui, ce spectacle me semble d'une ironie cruelle. Mes yeux me brûlent, mais je retiens mes larmes de force car il n'y a plus personne pour les essuyer. Victor, remarquant ma pâleur cadavérique, me servit ainsi qu'à mon fils un morceau de viande avec bienveillance. Belle-sœur, mangez un peu plus. Victor est parti, mais pensez au moins à votre neveu, sinon pour vous-même. Sa voix était naturelle, empreinte de la sollicitude normale d'un beau-frère, comme si le Victor dont il parlait n'était pas lui-même. Grand frère, je peux servir maman moi-même. Mais à cet instant, mon fils leva ses baguettes pour me déposer un morceau de viande dans mon bol, répondant à Victor avec une maturité déconcertante. À ces mots, le visage de Victor se décomposa, au point qu'il en renversa ses couverts, car c'était la première fois que l'enfant l'appelait grand frère auparavant. Malgré toutes ses corrections, le garçon n'avait jamais cessé de l'appeler papa. Mais aujourd'hui, ces 2 mots grand-oncle ont résonné comme un coup de tonnerre dans son esprit. Toi, tu as toujours considéré ton grand-oncle comme ton père. Non, pourquoi ce changement aujourd'hui? Il regarda son fils, s'efforçant de garder son calme avant de parler. Le garçon lui sourit. Grand-oncle, avant j'étais petit. C'est pour ça que je te prenais pour mon père. Maintenant que j'ai grandi, je sais que mon vrai père est mort il y a 3 ans. Sois tranquille, je ne me tromperai plus jamais. Victor resta bouche bée en entendant ces mots, incapable de prononcer une seule parole pour contredire. Finalement, il se força à rire sèchement en feignant le calme. C'est bien alors, répondit-il. Mais son regard ne cessait d'osciller entre son fils et moi, comme s'il cherchait à déceler un indice sur nos visages. Ses baguettes restaient en suspens.
sans qu'il ne porte une seule bouchée à sa bouche. Ni mon fils ni moi ne lui accordâmes le moindre regard. Concentrés que nous étions sur notre repas, cela rendit Victor de plus en plus nerveux, jusqu'à ce qu'il ne puisse résister à nous lancer une question en guise de test. Bien que je ne sois pas le père de Lele, il est comme mon propre fils. À l'avenir, ne soyez pas si distants. Nous sommes une seule famille. À l'avenir, si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à me demander de l'aide. Ne porte pas tout seul ce fardeau. Je forçai un sourire amer. Était-ce parce que son fils ne l'appelait plus papa qu'il regrettait? Pourtant, c'était lui qui avait choisi de simuler sa mort et d'abandonner son fils. Je posai mes baguettes et me levai directement après que mon fils eut fini de manger. Avant de partir, au lieu de le remercier comme avant pour s'être occupé de l'enfant, je fixai sans détour le regard stupéfait de Victor et laissai ces mots. Mon grand frère a raison. Aussi proches que nous soyons, tu n'es après tout pas le vrai père de Lele. Ma mère et moi, nous pouvons très bien nous débrouiller seuls. Dès le lendemain matin, je me rendis au grand magasin pour acheter les bonbons au lait et les pâtisseries que mon fils réclamait depuis longtemps. Enfin, je m'arrêtai au rayon mariage et demandai à la vendeuse de me faire essayer une magnifique robe de cérémonie rouge vif. En sortant de la cabine d'essayage, je restai un instant stupéfaite devant mon reflet rajeuni de plusieurs années dans le miroir. La vendeuse, encore plus enthousiaste, s'exclama. C'est pour un mariage, n'est-ce pas? Le rouge vif est le plus festif. Parmi toutes les clientes qui ont essayé cette robe, vous êtes la première à la porter avec une telle élégance. Mais j'ai silencieusement enlevé la robe et pointé du doigt une autre plus sobre, demandant à la vendeuse de l'emballer pour moi, car une veuve qui se remarie ne peut porter du rouge. Alors que je sortais du grand magasin les bras chargés de paquets, je suis tombé nez à nez avec Victor qui accompagnait sa belle-sœur faire des courses. En me voyant, il a d'abord eu un mouvement de surprise, puis m'a salué avec une expression quelque peu gênée. Belle-sœur, qu'est-ce qui te prend de faire du shopping soudain? Depuis sa fausse mort, je ne mettais plus les pieds dehors, encore moins pour flâner dans les magasins. Me voir ainsi chargé d'achats l'avait visiblement pris au dépourvu. Je ne voulais pas m'éterniser avec lui et trouver une excuse quelconque pour m'esquiver. Mais en passant à côté de moi, il aperçut la robe de mariage qui dépassait de mon sac et son visage s'assombrit soudainement. Lorsque nous nous sommes mariés, c'est également ici que nous avions acheté nos affaires de mariage. Sauf qu'à l'époque, la robe de mariée était rouge, et maintenant, la robe dans mon sac est devenue sobre. Mais pourquoi une veuve comme moi achèterait-elle une robe de mariée? Il est resté figé sur place si longtemps que la vendeuse à côté a remarqué qu'il avait quelque chose d'anormal. En fin d'après-midi, après avoir ramené mon fils de l'école, je suis tombé sur Victor qui attendait devant ma porte avec un tout nouveau cartable. L'étiquette du magasin international était encore dessus, preuve qu'il avait coûté cher. Ton oncle t'a acheté un cartable importé comme cadeau pour avoir eu 2020. Viens voir si tu l'aimes. Mon fils m'a regardé avant de refuser en secouant la tête. Merci grand frère. Mais j'ai déjà mon vieux cartable que maman m'a cousu. Le sourire tendre de Victor s'effrita peu à peu, son regard trahissant soudain de la panique et de l'inquiétude. Je fis signe à mon fils de regagner sa chambre et me placer devant lui. Comment pourrions-nous abuser ainsi de votre générosité? Inutile de continuer à nous apporter des cadeaux. L'homme parut décontenancé, presque angoissé. Belle-sœur, c'est mon devoir d'aîné de veiller sur vous. Ne soyez pas si réservée. Je me contentai de rire froidement. Il fronça les sourcils, déconcerté par mon attitude. Je reste votre aîné. Est-il nécessaire d'adopter un tel comportement? Je le fixai droit dans les yeux, comme pour le transpercer du regard, ne comprenant pas comment il osait tenir de tels propos. Tu l'as dit toi-même, tu n'es que mon oncle, pas mon mari. De quel droit prétendes-tu dicter mon attitude envers toi? Nos comportements inhabituels, à Lele et moi, finirent par mettre Victor mal à l'aise. Agité, il tenta de saisir ma main pour me demander pourquoi mon attitude avait changé du jour au lendemain. Esquivant son geste, je lui rappelai que je n'étais que sa belle-sœur et qu'il devait garder ses distances, avant de refermer brutalement la porte derrière moi. Victor, resté sur le seuil, demeura muet. Ces 3 dernières années, bien qu'il ait pris l'identité de son frère aîné, sa vie n'avait pas changé d'un iota par rapport à quand il était Victor. Il continuait à veiller sur moi et notre fils, et nous vivions dans une intimité sans faille. Mais maintenant, en entendant mon avertissement, il a enfin réalisé que nous n'étions plus dans une relation où tout était permis. Nous devions garder nos distances. Ce soir-là, Victor se précipita dehors et acheta 3 boîtes de lait maltais d'un seul coup, dépensant jusqu'au dernier sou et ticket qu'il avait économisé, avec l'intention de nous offrir ses cadeaux à Lele et moi le lendemain, et de présenter ses excuses comme il se doit. Il fallait à tout prix sauver ma relation avec mon fils. Mais il ignorait que ce soir serait notre dernière nuit à la maison des Zou. À mon fils et moi. Le lendemain, à l'aube,
Mon fils Lele et moi avons fait nos valises bien remplies avant d'être conduits à la base militaire. À notre arrivée, un jeune soldat m'a souri en m'appelant madame, me complimentant sur ma beauté et sur l'intelligence adorable de mon fils, disant que leur commandant avait fait une sacrée bonne affaire. J'ai souri. Durant les 3 années de deuil pour Victor, je n'avais jamais porté de vêtements colorés, mangé très peu de viande, menant une vie quasi monastique. Mon fils, par compassion, avait partagé ce régime végétarien avec moi, son teint pâle témoignant chaque jour de cette austérité. Maintenant, je peux enfin tourner complètement la page. Même le petit visage de mon fils rayonne d'impatience à l'idée d'avoir un nouveau père. Quant à mon fiancé Vincent, pour ce banquet de mariage, il a fait dresser des dizaines de tables, toutes garnies de plats de viande qu'on ne trouve que dans les restaurants des États. Il a aussi invité tout le régiment et fait annoncer dans les rues que quiconque viendrait nous féliciter recevrait des dragées. Chacun de ces gestes témoignait de l'importance qu'il accordait à sa future épouse. Pendant ce temps, chez les Zou, Victor, qui s'apprêtait dès l'aube à venir présenter ses excuses à moi et à Lele, attendit en vain en bas que nous descendions pour le petit déjeuner. Levant les yeux vers l'étage, il sentit inexplicablement que quelque chose n'allait pas. Il monta avec du maltose et des fruits pour frapper à la porte, mais personne ne vint ouvrir. Son inquiétude grandit peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la contenir. Il enfonça la porte à toute force pour découvrir que la pièce était vide, depuis qu'il avait simulé sa mort et emprunté une nouvelle identité. Bien que nous ne puissions plus vivre ensemble, nous nous croisions quotidiennement sous le même toit. Je passais mes journées à réciter des prières pour lui dans une morne solitude, sortant à peine de chez nous. Où pourrions-nous aller, mon fils et moi, sitôt le matin, en repensant à cette robe de mariée, ses sourcils tressaillirent violemment, et toute sa certitude initiale s'évanouit. Il se précipita pour aller trouver mes parents, espérant qu'ils sauraient où j'étais passé. Mais un camarade d'armes venu distribuer les fers-part l'entraîna sans ménagement vers la caserne. Aujourd'hui, c'est le grand jour de notre commandant. En tant que subordonné, nous devons absolument être là pour le féliciter. Paraît que la mariée a perdu son premier mari, la laissant seule avec son fils dans la misère. Heureusement qu'elle forme maintenant une famille avec notre commandant. C'est vraiment une bénédiction du ciel. Victor, toujours bouleversé de ne pas nous trouver. Mon fils et moi, répondit machinalement, écoutant à peine les paroles de son camarade. Jusqu'à ce que j'entre dans la résidence des familles militaires et entende les vœux de bonheur des gens autour que le chef Vincent et la camarade Rose vivent sans de bonheur conjugal, je restai planté sur place. Comme frappé par la foudre, il perdit patience, attrapa précipitamment l'épaule d'un camarade et demanda. La mariée s'appelle Lin. Quel Lin? Mais à peine avait-il fini sa phrase qu'à la seconde suivante, je sortis en tenant Vincent et notre fils par la main, sous son regard incrédule. L'instant d'après, les yeux de Victor devinrent instantanément rouges. Il sembla oublier la présence du chef Vincent et de ses camarades autour de lui, puis me regarda avec émotion et m'interpella. Rose, comment as-tu pu te marier? Sans la moindre émotion dans ma voix, je le regardai simplement et rétorquai. Mon mari est mort. Pourquoi ne pourrais-je pas me remarier? Il ressemblait à un coq qu'on aurait pris par le cou, le visage écarlate mais incapable de prononcer un mot, finissant par bafouiller seulement quelques syllabes. Mais tu n'avais pas dit que tu serais fidèle à Victor toute ta vie, que tu ne te remarierais jamais. Je ris, je me suis trompé auparavant. Victor, depuis le ciel, souhaiterait sûrement que je trouve un bon foyer, et notre fils adore son nouveau père. Comme pour confirmer mes paroles, notre fils enlaça aussitôt le bras de Vincent en l'appelant tendrement papa. Aucun homme ne pouvait supporter d'entendre son propre fils appeler un autre papa. Victor ne parvint plus à garder son calme et se précipita pour les séparer. Son comportement turbulent fut rapidement remarqué par ses camarades qui, sentant l'atmosphère devenir tendue, l'emmenèrent en s'excusant à plusieurs reprises. Je ne lui accordai plus aucune attention, continuant à recevoir mes invités et à faire rapidement connaissance avec les autres familles militaires. Pendant ce temps, Victor, éloigné de force de la réception de mariage, restait prostré, la tête basse, incapable de digérer cette révélation explosive. J'avais vraiment refait ma vie avec notre fils, et lui, en tant que grand frère, n'avait même pas le droit de s'y opposer. Il rentra chez lui sans s'en rendre compte, incapable de comprendre pourquoi j'avais soudainement changé Davis. Moi qui ai pu porter le deuil pour lui pendant 3 longues années, comment aurais-je pu le trahir? Distrait, il renverse par inadvertance la tablette ancestrale, faisant tomber avec elle le brûle-parfum, et la cendre âcre se répand partout sur le sol. C'est alors qu'il remarqua que la tablette, que je nettoyais habituellement jusqu'à la rendre impeccable, était maintenant recouverte d'une épaisse couche de poussière, visiblement pas essuyée depuis plusieurs jours, depuis sa fausse mort. Je récite chaque jour des sutras pour lui. Comment une telle chose aurait-elle pu arriver?
À moins que, je n'ai découvert la vérité, qu'il n'est jamais mort. Les pupilles de Victor se dilatent, incrédule. Mais mes nombreux comportements étranges le forcent à y croire. Oui, notre fils n'a cessé de l'appeler papa depuis le début. Avec un peu d'attention. Comment aurais-je pu ne pas m'en apercevoir? Mais que lui a-t-il fait? Il a repoussé son fils à plusieurs reprises, refusant de le reconnaître. Il a consacré toute son énergie à s'occuper de sa belle-sœur et de sa fille, laissant sa propre femme et son enfant de côté. Mes parents avaient raison. Pourquoi a-t-il joué une si piètre comédie? Il a pris les autres pour des imbéciles. Et maintenant il ne peut que regarder impuissant sa femme et son enfant fonder une nouvelle famille avec quelqu'un d'autre. De quel droit exige-t-il que je lui reste fidèle toute ma vie? Les souvenirs du passé résonnent comme une gifle cinglante sur son visage. Agenouillé au sol, il tente de ramasser les cendres d'encens, mais elles s'échappent sans cesse entre ses doigts, tel Léo répandu qu'on ne peut rattraper. Contemplant le désordre à ses pieds, Victor se trouve enfin submergé par un regret tardif. À cet instant, des pas résonnent derrière la porte, le cœur bondissant des poires. Il se retourne, croyant que mon fils et moi avons changé Davis, pour découvrir avec déception qu'il s'agite de sa belle-sœur. Celle-ci observe son état pitoyable avec un malaise évident. Zipping. Comment as-tu pu réduire l'hôtel de ton frère à cet état? Mais Victor ne lui laisse pas le temps de réagir et avoue directement. Belle-sœur, je te demande pardon. Je t'ai menti. En réalité, c'est ton mari qui est mort il y a 3 ans. J'ai pris son identité par crainte que tu ne puisses l'accepter. Il s'attendait à ce qu'elle soit choquée, qu'elle se mette à pleurer et à l'accuser d'avoir bafoué les lois morales. À sa grande surprise, sa belle-sœur afficha plutôt une expression coupable, comme si elle était au courant depuis le début. Il sentit soudain un voile noir devant les yeux. Auparavant, il avait eu pitié de sa belle-sœur, veuve, et n'avait pu s'empêcher de prendre soin d'elle davantage. Mais il n'avait jamais imaginé que la lumière blanche de son cœur connaissait déjà la vérité et avait voulu profiter de cette erreur pour le manipuler comme un pantin. La belle-sœur, féroce en apparence mais faible à l'intérieur, cria. Oui, je savais depuis longtemps que tu n'étais pas Zipping. Mais que pouvais-je faire, sans homme pour soutenir la famille? Comment moi et mon enfant aurions-nous pu vivre? Tu étais bien d'accord? Non, Victor, furieux, l'interrogea. Et tu n'as jamais pensé à la souffrance que Rose a endurée à ta place, devenue veuve avec un fils. Comment as-tu pu être aussi insensible? Sa belle-sœur rétorque avec indifférence. En quoi cela me concerne-t-il? Tu n'as même pas pensé à ta propre femme et ton enfant. Alors de quel droit jugeais-tu ma capacité à endurer? Ces mots, tranchant comme une lame acérée, transperce le cœur de Victor de 1000 blessures, le laissant sans voix, sous le coup de la colère et du chagrin. Il crache soudainement du sang, ignorant les cris de sa belle-sœur. Victor s'effondra à genoux en sanglots. Ses larmes mêlées de sang lui défiguraient le visage. Il hurlait nos noms, celui de notre fils et le mien, d'une voix à fendre l'âme. Bien que nous ne puissions absolument pas l'entendre, il regrettait, vraiment, maintenant, il allait nous rattraper, mon fils et moi, et faire tout son possible pour nous dédommager. Même s'il fallait 5 ans, 10 ans, 20 ans pour obtenir notre pardon, il était prêt à l'accepter. C'était le fruit amer qu'il avait lui-même semé, et c'était à lui de l'avaler. Après avoir réalisé cela, il essuya ses larmes avec sa manche et se précipita vers la base militaire. Après le banquet de mariage, j'ai couché mon fils et j'ai aidé Vincent à ranger. Mais il ne m'a même pas laissé toucher une baguette, s'occupant de tout lui-même en m'ordonnant de me reposer. En le regardant s'affairer devant moi, mon cœur s'est adouci. Rien d'autre à dire. Après avoir traversé ces jours pénibles chez les Zou, être choyé avec autant d'attention faisait un contraste trop saisissant. Mes parents m'ont dit que Vincent m'aimait depuis des années. Apprenant mon mariage, il était resté célibataire. Plus tard, quand je suis devenue veuve, il a de nouveau voulu m'épouser. Malheureusement, j'insistais alors pour observer le deuil de Victor. Alors Vincent a encore attendu 3 ans, ce qui a retardé notre mariage jusqu'à maintenant. Ses sentiments pour moi n'étaient pas moindres que ceux que j'avais autrefois pour Victor, peut-être même plus intenses. Heureusement que nous avons finalement réussi à nous unir. À peine avions-nous fini de ranger que la porte d'entrée s'est mise à trembler sous des coups violents, comme si on voulait la défoncer. Je fronçai les sourcils et m'avançai pour ouvrir. Une personne inattendue, et pourtant prévisible, se tenait devant moi. Victor. Il avait encore des traces de sang séché au coin des lèvres et était couvert de poussière. Je reculai imperceptiblement, avec une pointe de dégoût que je ne m'étais même pas rendu compte d'éprouver. Victor s'agenouilla brusquement devant moi, la voix empreinte de douleur et de tension. Rose, tu as déjà compris, n'est-ce pas? Je n'étais pas mort et je t'ai menti pendant si longtemps. Fais de moi ce que tu veux, frappe ou tue, tant que ça te soulage. Je le regardai d'un air impassible. Je ne me vengerai pas sur toi.
car cela ne m'importe plus. Il me fixa, hébété. Comment est-ce possible? Comment peux-tu ne pas être en colère? Moi-même je me sens coupable à en mourir. À ce moment, notre fils réveillé par le bruit sortit en se frottant les yeux, et une lueur d'espoir jaillit soudain dans le regard de Victor. Après tout, l'enfant était sa propre chair et son sang, un fait que mes remariages successifs ne pourraient jamais changer. Mais la première phrase de son fils brisa ses espoirs. Oncle, qu'est-ce que tu viens faire ici? Victor se sentit désespéré. Maintenant même son fils refusait de le reconnaître. Je suis ton père. Tu as toujours su me reconnaître avant. Petit mais solennel comme un adulte. L'enfant répondit. C'est toi qui m'as interdit de t'appeler ainsi. Maintenant que je t'appelle oncle. Pourquoi n'es-tu pas content? Et puis, mon nouveau papa est très gentil avec moi. Oncle, ne viens plus nous déranger à l'avenir. Victor balbutia longuement, incapable de prononcer un mot. Vincent vint à propos prendre ma main et celle de notre fils, congédiant Victor sans ménagement. En contemplant le tableau heureux de notre famille de 3, il comprit qu'il n'y avait plus de place pour lui. Victor ne pouvait que regarder la porte se fermer devant lui, essuyant un cuisant échec. Pourtant, il ne renonça pas et revint jour après jour avec des fruits et légumes pour s'excuser auprès de mon fils et moi. Je refusais de lui ouvrir. Alors il laissait les provisions devant la porte et partait, sans sourciller. Je les distribuais aux voisins. Il acheta aussi des fournitures scolaires et des jouets neufs pour mon fils, qui les repoussa d'un geste sec. Grand-oncle, occupe-toi plutôt de la fille de ta femme. J'aime beaucoup le vieux cartable que m'a cousu maman, dit-il en caressant tendrement le sac rapiécé avant de sautiller vers l'école. Victor regarda le dos de son fils et ne put s'empêcher de repenser à ces 3 années de deuil où tout le monde lui avait répété que son père était mort. Pourtant, son fils n'avait jamais pu s'habituer à cette idée, l'appelant toujours affectueusement papa chaque jour. Son regard rempli d'amour filial impossible à dissimuler. Mais lui, pour ne pas révéler la vérité sur sa fausse mort, persistait à corriger obstinément ce terme d'adresse. Il se souvenait encore aujourd'hui des yeux rougis instantanément de l'enfant, de son expression blessée et incompréhensive, puis plus tard, de sa déception. Le fils ne pouvait qu'être moqué par ses camarades de classe comme étant un enfant sans père. Pourtant, il traitait la fille de la voisine comme sa propre enfant, avec autant d'amour et d'attention. Alors maintenant, si son fils ne lui pardonne pas, c'est bien mérité. Victor resta longtemps debout dans la cour, perdu, attendant de l'aube au crépuscule, jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin ma silhouette de retour. Son visage s'illumina de joie. Il voulut se précipiter vers moi, mais en voyant Vincent à mes côtés, il se recroquevilla silencieusement, n'osant pas s'approcher. Voyant le jouet dans ses mains, je poussai un soupir et m'avançai vers lui. Victor ne s'attendait clairement pas à ce que mon attitude s'adoucisse, et fut si ému qu'il ne savait quoi dire. 1000 mots se transformèrent finalement en une simple question. Comment vas-tu ces derniers temps? Je hochai la tête pour signifier que j'allais bien. Lui aussi réalisa, après avoir posé la question, qu'il avait formulé une interrogation stupide. Comment pourrais-je ne pas aller bien? Ma silhouette amaigrie pendant son deuil s'était transformée en un teint rosé et florissant. Loin de lui, ma vie était bien meilleure qu'auparavant. Il ne pouvait en aucun point rivaliser avec mon nouveau compagnon, qui ne m'avait apporté que souffrances interminables. Victor baissa la tête, rongé par la culpabilité, et me tendit une épaisse enveloppe. Voici les indemnités versées par l'usine après ma fausse mort. Garde-les bien, dépense-les comme bon te semblera. C'était du moins la modeste réparation qu'il pouvait offrir. Je refusai de les accepter et lui fis comprendre à demi-mot. Mon fils et moi sommes heureux maintenant, et nous ne souhaitons pas que quiconque vienne troubler ce bonheur. Il devrait comprendre ce que je voulais dire. Sur ces mots, je tournai les talons sans le moindre regret, prenant Vincent par la main pour rentrer à la maison. Quant à Victor, il resta planté là, immobile comme une statue, demeurant ainsi pendant un long moment. Depuis ce jour où j'avais clairement exprimé ma position, Victor n'était plus venu importuner mon fils et moi. Je connus alors une période de stabilité et de bonheur. Cependant, une nouvelle explosive vint briser cette tranquillité. Auparavant, il s'était montré prévenant chaque jour envers mon fils et moi, cherchant à se racheter, aux yeux de ceux qui ignoraient la vérité. Il passait toujours pour mon beau-frère, ce qui donna lieu à des commérages malveillants. Lorsque ma belle-sœur apprit la nouvelle, une violente dispute éclata entre eux. Victor rompit définitivement avec elle, déclarant qu'il ne jouerait plus les pigeons et n'entretiendrait plus ni elle ni l'enfant à la place de son frère. Furieuse, ma belle-sœur choisit la politique de la terre brûlée. Elle envoya une lettre de dénonciation au responsable de la région militaire, exposant clairement sa fausse mort. Ce fut un coup de tonnerre dans un ciel serein. Victor était à l'origine un simple ouvrier, tandis que son frère aîné Simon était militaire. Mes beaux-parents avaient tacitement approuvé son stratagème.
probablement attiré par les généreuses allocations militaires. Que ce soit pour avoir usurpé une identité militaire ou pour avoir eu des relations inappropriées avec sa belle-sœur. À cette époque, c'était des crimes gravissimes, suffisants pour lui valoir de sérieux ennuis. L'efficacité de la région militaire était remarquable. En peu de temps, Victor fut critiqué dans toute la région, destitué de son poste et condamné à 10 ans de prison. Quant aux relations désordonnées entre hommes et femmes, à ma grande surprise, l'enquête révéla que Victor n'avait en réalité commis aucun acte répréhensible. Cela m'a fait légèrement revoir mon opinion sur lui, mais seulement un tout petit peu. Une faute reste une faute, sans possibilité de retour en arrière. Quant à l'usine, elle refusa de reprendre un employé au comportement aussi scandaleux et alla jusqu'à récupérer l'indemnité initialement versée, plongeant la famille Zhou, déjà discréditée, dans une situation encore plus désastreuse. Face à une telle conclusion, je ne pus que soupirer en constatant que la roue de la justice tourne, avant de me concentrer sur ma nouvelle famille. J'avais trouvé un poste de professeur de chinois dans la région militaire, chargé d'enseigner aux enfants. J'avais toujours été passionné par l'enseignement. Ce travail me permit de trouver un sens et une valeur à ma vie. Les souffrances passées, loin de m'abattre, étaient devenues le terreau qui me permettait de m'élever, faisant éclore des fleurs d'une beauté éclatante. Mon fils ne souffre plus en silence du manque d'amour de son vrai père. Il a appris une leçon. Tous les parents ne méritent pas d'être parents, du moins pas ceux comme Victor. Et il avait déjà un nouveau père qui était très bon avec lui. La maison était chaque jour remplie de rire et de joie. Tout allait dans la bonne direction. Le temps passa vite. Les saisons se succédèrent. Et notre fils grandit peu à peu pour devenir un homme. Dans mon ventre, une nouvelle petite vie commençait à germer, attendant de grandir. Notre fils en était si heureux qu'il répétait chaque jour qu'il allait devenir grand frère. Un jour, alors que je prenais le soleil dans la cour comme d'habitude, je vis mes anciens beaux-parents que je n'avais pas vus depuis longtemps. Vêtus de haillons, comparés à avant. Les deux vieillards avaient beaucoup maigri et vieilli. Leurs visages étaient marqués par les rides du temps, et leurs cheveux étaient presque entièrement blancs. Ils me tendirent en tremblant un objet, laissant couler 2 larmes troubles. Mon enfant, pour ce qui s'est passé autrefois, nous sommes vraiment désolés. Bien que ce ne soit pas eux qui aient commis la faute, ils ont été complices de tout cela, indirectement. Je les observe en silence, sans prononcer ces mots de pardon qui disent que ce n'est pas grave, que tout est du passé. Sinon, ce serait manquer de responsabilité envers mon fils et envers moi-même tel que j'étais à l'époque. Je baisse les yeux sur ce que mes beaux-parents me tendent. Notre certificat de mariage. Celui de Victor et moi. En réalité, ce prétendu certificat n'est qu'une feuille de papier estampillée, où nos noms à Victor et moi sont calligraphiés avec soin, attestant que nous nous unissions en tant qu'époux sous les auspices du parti, promettant de marcher côte à côte toute notre vie et de progresser ensemble. Je me souviens encore du jour où nous avons reçu notre certificat de mariage. Victor, craignant de l'abîmer, l'a fait plastifier dans un studio photo avant de le ranger précieusement, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Je tourne négligemment le papier et découvre, au verso, une petite inscription inattendue. Rose, ces 3 années de mariage avec toi ont été les plus belles de ma misérable existence. Je ne demanderai plus pardon. Je souhaite seulement que toi et notre fils viviez en paix. À la fin de ces mots, des traces de larmes ont brouillé l'encre, la rendant floue et indistincte. Je n'ajoutai rien, ressentant seulement un profond soulagement. Puis je rendis la feuille, regardant les silhouettes courbées des 2 vieillards s'éloigner lentement jusqu'à disparaître. Des effluves de repas s'échappaient de la maison, entrecoupés des appels répétés du fils de Vincent. Un sourire heureux aux lèvres. Je répondis j'arrive avant de me lever lentement pour les rejoindre. Le soleil brille toujours aussi éclatant et chaud, apaisant toutes les blessures de mon cœur. Le chemin vers l'avenir est encore long. Fin.